Voici Madame Gabrielle Roy, écrivain. Elle vit retirée par sagesse et par amour de son métier. De temps à autre, quelques amis reçoivent ses confidences. Mais ce soir, c'est la première fois qu'elle accepte d'apparaître à la télévision, grâce à une amitié de longue date avec Judith Jasmin, qui nous donne ainsi l'occasion unique de rencontrer à premier plan l'un de nos plus attachants écrivains. C'est en 1948 que Madame Gabrielle Roy recevrait le prix Femina pour son premier roman, Bonheur d'occasion. Il y avait longtemps qu'un ouvrage canadien avait connu la célébrité outre-frontières. Nous avons été très sensibles alors à cet hommage qui consacrait, pour ainsi dire, sur le plan international, un écrivain de chez nous. Peu de temps après, en effet, une maison d'édition américaine, The Book of the Month, s'intéressait à Bonheur d'occasion et, sous le titre Teen Flute, en assurait la diffusion à travers les États-Unis. Depuis lors, Madame Gabrielle Roy s'est consacrée entièrement à son art, si bien que durant les 10 dernières années, elle a publié successivement La Petite Poule d'eau, Alexandre Genevert, enfin Rue des Chambeaux. Ces différents ouvrages ont d'ailleurs été traduits en plusieurs langues. La Petite Poule d'eau est même devenue, en Ontario et en Angleterre, un manuel à l'usage des écoliers qui étudient le français. On sait également que Madame Roy est la première femme à avoir été admise à la Société royale du Canada, dans le secteur de la littérature française. Mais il reste que, pour beaucoup de Canadiens, le livre choc parmi tous ceux qu'elle écrivit jusqu'à maintenant, c'est bel et bien Bonheur d'occasion. Ces images de Saint-Henri, faubourg de Montréal, enfumées et triquées, nous révélaient soudain une image de nous-mêmes, mal connue, mais désormais vivante, assimilable, parce que recréée par la vision d'un écrivain. Les voies ferrées qui écorchent le quartier en tous sens l'enfument et lui donnent un rythme, les ruelles tristes comme des cours de prison, le banal magasin à prix unique où travaillait Florentine, les clochers d'église qui ont l'air de grouper leurs petits troupeaux de maisons basses, tout cela était bien de chez nous, bien à nous, avec sa poésie particulière. Gabrielle Roy en a parlé d'ailleurs avec tendresse, et Saint-Henri, un peu surpris, certains citoyens furent même vexés, Saint-Henri, dis-je, est entré depuis lors dans l'histoire de la littérature canadienne. Il est devenu un lieu magique, tout comme Péribonka. Enfin, avec Bonheur d'occasion, notre littérature devenait urbaine, l'ouvrier et le chômeur y trouvaient place. Aujourd'hui, c'est à Québec, où elle demeure avec son mari, que nous allons rencontrer Madame Gabrielle Roy, où elle évoque son enfance, dans ce lointain Manitoba où elle est née. Au temps de mon enfance, le Manitoba était encore un pays très intéressant, éloigné peut-être un peu déjà de l'époque pionnière, mais il baignait dans l'atmosphère des récits de cette époque chaleureuse, valeureuse. Ces récits-là, vous les entendiez par qui? Par ma mère, beaucoup. Mes parents étaient, à leur manière, des gens exceptionnels. Pas exceptionnels par leur réussite matérielle. Ils échouèrent dans beaucoup de choses. Non plus par leur culture. Ils n'avaient pas ce bonheur. Mais ils étaient exceptionnels par la qualité de leur esprit, par une qualité de rêve, par un désir de perfectionnement et d'amélioration pour nous. Est-ce que c'était des gens de la province de Québec? Oui. Ma mère était née dans un village des Laurentides, d'où elle partit avec ses parents, toute jeune encore. La famille venait s'établir au Manitoba. Je pense que la grand-mère était assez récalcitrante. Mais le grand-père, une espèce de prophète des temps bibliques, il menait sa famille vers les terres promises. L'Ouest était ça. Ah oui, l'Ouest était la terre promise. Maman, qui était alors une enfant ardente, imaginative, vous pensez avec quelle joie elle partait pour ce voyage. En ce temps-là, c'en était d'ailleurs un très compliqué. À partir de Winnipeg, on se lançait dans les chariots à bœufs, les chariots couverts, des westerns. Et maman, enfant, découvrit la plaine, les terres à l'infini, le ciel infini, les oiseaux elles-mêmes, le monde. Une chose extraordinaire. Elle en fit le récit toute sa vie. Et jusqu'à la fin de sa vie, nous lui demandions de nous raconter ce voyage, qu'elle faisait avec plaisir et très bien, car elle racontait très bien. Elle savait avancer où il fallait, le détail qu'il fallait, faire piquer la curiosité. Des espèces de suspense, un petit peu. Oui, comme on oui, dirait justement, maintenant. justement, elle avait l'art de cela. Eh oui.
C'était une conteuse, alors. C'était une conteuse. Et j'ai appris beaucoup d'elle. Mhm. Et ce qu'elle avait vu, ce qu'elle avait découvert dans ce voyage à travers la plaine, ce qu'elle a conservé jusqu'à jusqu'à la fin de sa vie, et qu'elle m'a fait partager, je ne sais trop, mais ça devait être la magie, la fascination de l'espoir humain, toujours recommençant, du recommencement de l'expérience humaine toujours possible. Parce que pour chaque génération, le monde est neuf, à nouveau, et scintillant. Alors, en somme, il est vraiment le rôle de votre mère dans ce que vous êtes devenu et dans vos livres, ça a compté. Ça, Très c'est quelque profond. chose. Et votre père, parce qu'on a souvent relevé dans vos livres, en effet, le rôle de la mère, dans La petite poule d'eau, dans Bonheur d'occasion. Et le père, chez vous, quel rôle jouait-il? Mon père était un homme très intéressant, mais je l'ai connu lorsqu'il était très vieux. Et il était devenu peut-être un peu taciturne, peut-être un peu mélancolique. Cependant, lui aussi avait de beaux récits. Il avait été employé à installer des colons dans l'ouest du pays. De ces sectes étranges, comme les Ménonites, les Doukhobors, les Utérites. Il en parlait fréquemment, en sorte que dans l'atmosphère de notre maison entraient ces étrangers. Et en un sens, il n'y a jamais eu pour moi d'étrangers. Toutes ces variétés ethniques, tous ces peuples, cela faisait partie de notre vie quotidienne. C'est en ça que l'Ouest est vraiment un monde ouvert. Un monde ouvert, un monde riche, un monde varié. Une image de l'univers, si vous voulez. Par l'infini des horizons, par la variété ethnique. Je devrais vous dire aussi que maman est une personne très douée pour le rêve. Vous savez, tout le monde ne l'est pas. Je la revois quelquefois lorsqu'elle avait un moment de répit, ce qui était rare, car c'était une personne très active. Et puis vous étiez très nombreux, je dis. Nous étions 8 enfants. Maman dit, dans ces moments de répit, allant s'asseoir dans une petite berceuse de bois et partant à se balancer. Et pour se reposer, elle jouait avec ses pensées. Et alors elle devait nous imaginer, nous les enfants, dans des situations plaisantes. Elle nous accordait un grand destin. L'un devenait médecin, l'autre peut-être musicien. Car c'est curieux, je crois qu'elle n'a jamais imaginé aucun de nous écrivain. Et vous me demanderez peut-être comment je sais aujourd'hui ses rêves. Mais je pense que je le sais à cause des beaux reflets qui venaient alors sur son visage. Et parfois aussi parce qu'il lui échappait au moment de ses rêveries un des nôtres, qu'elle lançait comme cela. Et c'est comme ça aujourd'hui que j'aime me la rappeler. Oubliant sa fatigue, ses difficultés d'argent, ses incessantes difficultés, en nous imaginant dans une vie meilleure que la sienne. Et vous, Gabrielle, comment vous est venue l'idée d'écrire? Est-ce que c'est à ce moment-là, en entendant les récits de votre mère, avez-vous eu l'idée de... Peut-être. Mais surtout, je crois qu'à un moment, la vie m'a paru intolérable si on ne pouvait pas essayer de l'expliquer, de la comprendre davantage et de la transcender. Mais ça vous est venu alors beaucoup plus tard, ou est-ce que déjà... Oui, évidemment qu'à 12 ans, je ne pensais pas ces choses. Non, je sais que vous avez d'abord été institutrice. Oui, nous savons pendant quelques parce que années. Vous êtes quelqu'un dont on sait beaucoup de choses sur votre vie. Oui, et d'ailleurs, je crois que le rôle de l'institutrice revient assez fréquemment dans mes livres. Oui. Je trouve d'ailleurs que c'est une profession admirable. Et même encore aujourd'hui, il m'arrive de m'ennuyer, de ne pas être devant mes élèves dans une petite salle de classe, à enseigner une leçon de géographie. C'est si merveilleux de capter l'intérêt des enfants. Alors vous avez été institutrice, je crois, en Saskatchewan? Non, au Manitoba. Une année dans les campagnes et ensuite en ville. Je faisais des économies pour m'en aller en Europe, le grand rêve. Même là-bas, une petite jeune fille du Manitoba. Et vous êtes partie finalement, vous avez réussi. Je suis partie en 1937 pour mon premier voyage en Europe. Un voyage d'études, un voyage de... Je pensais, qu'est-ce que je cherchais? Moi-même au fond. Je me donnais le prétexte que j'irais étudier l'art dramatique. Je me pensais peut-être quelques talents. Au fond, c'est que je désirais surtout écrire, mais j'avais un peu peur de ce désir. Je n'y ai cédé plus tard. Bon, j'avais fait quelques petits contes, quelques essais, mais pas grand-chose.
Et que vous avez commencé à écrire là-bas en Europe ou bien si c'est au Oui, retour? j'ai commencé là-bas malgré tout et j'ai eu le bonheur d'avoir quelques articles publiés dans des revues, des journaux de France à ce moment, ce qui m'a donné un grand réconfort, un grand courage. Un encouragement. Et alors vous êtes revenu au Canada et je pense que vous n'êtes pas retourné dans l'Ouest. Non. À ce moment-là, en arrivant à Montréal, j'avais encore accès à ma situation d'institutrice. Ma mère souhaitait mon retour vivement. J'avais quand même décidé de me donner quelques mois d'essai. Et c'est alors que je me suis lancée à écrire des articles à gauche et à droite, de petites choses pour me faire la main. Ensuite des reportages un peu plus appliqués, un peu plus difficiles. Et évidemment, ce fut une période de ma vie où je m'ennuyais beaucoup. Vous vous ennuyez de votre Je famille? m'ennuyais de ma famille et je vivais dans une très grande solitude. Mais cet ennui me fut très utile. Parce que dans cet ennui, je commençais à marcher beaucoup. Et vous savez, il n'y a pas de meilleur moyen de découvrir une ville que de la parcourir à pied. Je cherchais de préférence les quartiers populaires, où il y a du bruit, de l'agitation, un va-et-vient, un peu de musique. Et c'est ainsi que je découvris Saint-Henri. Je fus aussitôt fascinée par les odeurs, la vitalité, Le côté populaire. le côté populaire, qui se livre plus que notre quartier. Les gens du peuple se livrent beaucoup plus. Même dans les rues, on peut saisir quelque chose de leur vie. Dans les petits cafés que l'on fréquente, que je fréquentais alors. Et ça a été le point de départ de Bonheur Et de c'est Calais. alors que j'ai découvert aussi la misère de ce peuple de Saint-Henri. La misère qui était l'œuvre du chômage, qui avait détruit la fibre humaine, de fierté humaine, qui avait amené la pauvreté, qui avait, enfin, causé de tels ravages dans notre peuple. Et cependant, dans cette vie, c'était alors le début de la guerre, et la guerre apparaissait comme un peu une issue, un salut. C'était la guerre qui allait apporter du travail, qui était une espèce d'avenir pour les jeunes. Vous vous rappelez, on avait alors de grands placards où il était dit « il y a de l'avenir dans l'armée ». Et quelle impression avez-vous eu la guerre, le chômage? Cela me remplit d'une telle indignation qu'on ne put faire dans la paix pour les hommes ce que l'on peut pour la guerre. Cela me remplit d'une telle indignation que j'ai un désir ardent de l'exprimer à travers des personnages. Et l'indignation fut le moteur de Bonheur d'Occasion. Je pense que c'est un excellent moteur, une indignation sincère. Et c'est en somme cette indignation, cette urgence qui a déclenché en vous le mécanisme qui a fait que vous êtes devenue romancière. Oui, parce que auparavant j'avais bien espéré écrire des contes, des reportages, mais je n'avais jamais cru possible de m'attaquer à un roman. Et c'était un roman, on peut dire, comme on dit maintenant, c'est un roman sur le social, en somme. Oui, un roman sur le social. Encore que tout roman soit sur le social, il explique tout de même des relations humaines. Oui. Justement, quand vous avez écrit vos livres, est-ce que vous avez pensé au grand auditoire? Non, jamais de la vie, ce serait paralysant à l'extrême. Il ne faut pas penser... on ne pense peut-être pas beaucoup aux lecteurs à ce moment. On pense à des âmes de qualité, des âmes de choix, des âmes sensibles, quelques-unes peut-être. Mais il s'agit surtout d'exprimer de satisfaire une exigence intérieure. Et si on dit vrai, je me répète, si on dit vrai d'un cas particulier, il est probable qu'on dira vrai pour beaucoup. Alors, si nous revenons à ce que vous avez fait ensuite, après le Bonheur d'Occasion, vous êtes allé, avec la petite poule d'eau, vers des souvenirs un peu d'enfance. Oui, le Bonheur d'Occasion est un livre, jusqu'à un certain point, d'actualité. La petite poule d'eau est un livre de tous les temps, peut-être. Enfin, c'est un livre de nostalgie. Je suis peut-être pendulaire, allant du temps présent, de la vérité présente, qui est peut-être dure à examiner, un peu vers le rêve et la nostalgie. La petite poule d'eau, c'est un peu une utopie.
Donc il y a chez vous deux préoccupations, l'actualité, la pression du monde actuel, ça joue. Et le retour vers l'intérieur, le retour aux souvenirs, et à ce que la vie a accumulé en soi d'expérience. Alors ce retour au réel, à la vie actuelle, vous l'avez eu de nouveau avec Chennevières. Oui, je suis revenue de nouveau à notre époque avec Chennevières. Est-ce que Chennevières, il compte beaucoup pour vous parmi Oui, les personnages? oui, j'aime beaucoup Chennevières. Pour moi, Chennevières est malheureux d'une manière très particulière à notre époque. Chennevières est malheureux un peu, sans doute, à cause de sa mauvaise santé, de ses difficultés personnelles, c'est malheur à lui. Mais il est malheureux aussi parce que cela va mal dans le monde, parce que les guerres ne semblent jamais devoir finir, parce que le problème d'Israël pour lui paraît insoluble, parce que en Asie, des gens n'ont pas assez à manger, alors pourtant que dans notre pays, on ne sait parfois pas que faire du blé. Il se fait du tracas pour le monde. En somme, il souffre d'une façon qu'on pourrait dire bête. Mais parce qu'il est très sensible. Oui, justement. et c'est peut-être, il y a une telle distance entre ce petit homme faible, impuissant, et les grands malheurs auxquels il s'attaque, qu'il peut en paraître presque ridicule, cocasse. Et pourtant, il est un peu un miroir de notre époque. Je crois que nous souffrons un peu tous de cette manière bête. Notre époque, je ne sais, quelqu'un a dit que c'était l'époque du tam-tam. Un malheur, une guerre éclate à l'autre bout du monde et en un instant, la nouvelle couche propage à travers l'univers. Elle peut atteindre un pauvre ermite dans sa cabane au fond du Klondike. Nous sommes en commun, on a 1000 malheurs en commun. Autrefois, il était peut-être beaucoup plus facile d'être heureux parce qu'on ignorait beaucoup de choses. Maintenant, c'est très difficile, je crois. En fait, cette solidarité de l'homme. Oui, cette nouvelle solidarité de l'homme rend le bonheur difficile et presque égoïste. Oui. Et ça, en somme, vous le ressentez. Et c'est ce que j'ai tenté d'exprimer par Chennevières. Parce que c'était quelque chose que vous sentiez. Que je ressentais profondément. On ne donne tout de même que ce qu'on a. C'est quelquefois un peu révélateur aussi, Gabrielle Leroy. On essaye de vous connaître un petit peu plus, quoique vos livres vous révèlent tout de même. Quels sont les livres qui sont vos amis, enfin les livres les qui ont chers compté? amis. Les livres sont nos chers, très chers amis. Je me demande parfois si tout ce que nous connaissons du cœur humain, nous ne le connaissons pas en grande partie par nos lectures. Les relations humaines, oui, certains, elles sont nécessaires. Mais les unes éclairent peut-être les créatures des livres, et les livres éclairent peut-être, nous éclairent sur nos relations humaines. Mes auteurs, oui. Eh bien d'abord peut-être Shakespeare. J'y retourne encore. Je déplore qu'on n'ait pas la chance de le voir jouer plus souvent ici. Shakespeare, c'est le magicien extraordinaire, celui qui connaît tout du cœur humain, qui a créé peut-être le plus grand nombre de personnages, autant que Balzac, peut-être plus, je ne sais pas, mais de toutes les catégories, des laquais, des valets, des seigneurs, des cardinaux, des princes, des rois cruels, des tueurs, des parricides, des jeunes filles merveilleuses, et cela dans une langue de feu, d'éclairs, d'étincelles, et parfois d'une tendresse telle qu'elle nous prend et nous déchire le cœur avec sa douceur. Donc c'est cette espèce de galerie humaine qui, chez Shakespeare, vous attache, vous retient. Oui, et ce langage d'une poésie incroyable. Et puis, il m'arrive aussi, j'ai découvert un jour les conteurs scandinaves. Selma Lagerlöf, par exemple, une conteuse de race, une conteuse incomparable, qui sait tout animer, qui insuffle de la vie aux arbres, aux fleurs, aux êtres, aux pensées, au visage humain. Tout chez elle scintille, vibre. J'examine ce prodige de l'art du vrai conteur et je suis chaque fois émerveillée, transportée de la vie dans la réalité, des êtres, des choses, et faire en sorte qu'il apparaisse peut-être encore plus vivant dans la littérature que dans la réalité. Mais toujours à partir de la réalité. À partir de la réalité. Non pas à partir de la littérature. Non. Et enfin, maintenant, si je cherche une nourriture pour l'âme, j'aime lire Teilhard de Chardin. Je ne comprends peut-être pas tout. Je m'embarque. Je suis.
Et j'aperçois parfois cette grande lueur, cette grande lumière qu'il a répandue, je crois, dans notre époque. À savoir que le divin et la science ne doivent pas nécessairement être séparés, mais peuvent se compléter, ils peuvent aller ensemble, et doivent aller ensemble, je crois. Que toute recherche sincère, dans quelque domaine que ce soit, c'est une quête de Dieu, c'est une quête du divin. Que religion et science peuvent s'aider l'une à l'autre. Einstein, vers la fin de sa vie, disait que jamais il n'avait senti si profondément le mystère de Dieu. Et je crois que vraiment, Teilhard de Chardin, enfin j'espère qu'il a raison. C'est ça, il a concilié. Il nous donne, oui, il concilie le divin et la science. C'est un homme de science et c'est un grand mystique. Et je crois qu'il nous donne quelque chose qui satisfait complètement et l'intelligence et l'âme. Bon, alors en fait, Shakespeare, la conteuse des pays scandinaves et puis Teilhard de Chardin, oui, c'est un peu votre univers. C'est un assemblage assez bizarre, n'est-ce pas? Évidemment, je devrais ajouter quelqu'un comme Camus, qui m'a grandement impressionné. Colette, que j'aime beaucoup, parce que son œuvre est un hymne à la création. Enfin, et vous, Gabrielle Leroy, vous continuez à écrire, à travailler tous les jours un peu? Non, pas tous les jours. Je suis cyclique. Je travaille pendant quelques mois, avec ardeur, dans ces bons cycles, qui sont des cycles d'exaltation. Tous mes visibles, tous mes proches, tous mes chers. Et je me hâte d'engranger. Ensuite viennent des périodes contraires, des périodes peut-être un peu de mélancolie, de rumination. Ça ne me paraît même pas ça, ça me paraît le vide. Mais il se fait peut-être quand même un travail à votre insu. Sans doute, oui. Mais c'est pénible à traverser. Est-ce que vous venez de finir ou est-ce que vous êtes à travailler J'ai quelque chose qui est presque terminé et qui est bien différent de ce que j'ai fait jusqu'ici, qui tente peut-être à concilier ces deux aspects de moi-même, dont je vous ai parlé, l'intérêt pour l'actuel, pour l'époque même, et puis un thème qui échappe au temps. Gabrielle Leroy, vous êtes mariée et je voudrais vous demander si cette vie à deux, ça a été pour vous quelque chose qui a compté en tant qu'écrivain, ou si ça a été au contraire une difficulté à affronter. Parce qu'en fait, la vie à deux, c'est un peu moins d'autonomie. On doit sacrifier un peu de la liberté de ses mouvements. Mais ce qu'on y gagne en tendresse, en sécurité, en appui moral, compense très bien pour la perte de la liberté de ses mouvements, qui d'ailleurs n'est pas si grande. Tout dépend évidemment avec qui on est marié. Mais je crois que mon mari est très bon compagnon. Et vous, est-ce que vous êtes une bonne compagne? Peut-être une moins bonne compagne que lui est bon compagnon. Mais le mariage est encore une des relations humaines les plus valables, les meilleures pour apprendre, s'apprendre soi-même, apprendre autrui. C'est encore la plus riche expérience humaine, je crois. Vous vivez, je crois, pas mal en dehors un peu des mondanités du monde, oui, de la publicité. Je vis retirée, mais pas pour ça absente et pas pour ça indifférente. Parce que quand même, vous avez appris aussi, je pense, à vous méfier un petit peu de l'envahissement des autres. Alors comment maintenant vous établissez le contact? Vous vous rappelez peut-être le mot de Goethe, celui qui veut faire quelque chose pour le monde doit garder de se laisser prendre par le monde. Je crois un peu à ça. Mais ne pas se laisser prendre par le monde ne veut pas dire ne pas aimer les êtres humains, ne pas les approfondir, ne pas tenter de se rapprocher d'eux. Au contraire, je crois que si lorsqu'on est libre et libéré de trop d'obligations mondaines, on a tout son temps et son attention pour l'être humain. Est-ce que vous vous arrangez pour être tout à fait disponible pour votre travail ou si vous avez des petites occupations dans votre vie qui vous retiennent? Je tâche de m'arranger pour être toujours disponible au moment où je voudrais travailler, où je pourrais commencer à travailler. Mais j'aime aussi à m'occuper à quelques petites occupations domestiques. Ah bon? Je les trouve reposantes. Je ne veux pas que ce soit une loi. Mais j'aime
faire quelques petits rangements, peindre parfois, Oui. arranger des choses. J'aime beaucoup travailler avec un marteau, des clous. Je ne suis pas très habile, mais j'aime ça, j'aime m'y essayer. Et Gabrielle Leroy, vous savez que vous avez dû remarquer que depuis quelque temps, les intellectuels, comme on les appelle, enfin les gens qui ont pour travail de penser, d'écrire, les universitaires, s'agitent beaucoup, se manifestent beaucoup, écrivent des manifestes, pas seulement au Canada, en France aussi, mais aussi au Canada. Vous, dans tout ça, quelle est votre attitude? Est-ce que vous suivez ça de loin, détaché, ou si vous participez de plus près? J'aime les intellectuels en tant qu'être humain, en tant qu'individu, en groupe, dans leur conclave et leurs définitions et leurs formules. Je les trouve loin, je les trouve difficiles. Vous ne prendriez pas une position, par exemple, comme dernièrement, il y a eu des gens qui ont signé des pétitions en faveur de telle chose, disons, de l'éducation, sur tel ou tel point. Oui, parfois, je pourrais estimer que c'est très important. Si le but en vue était... Vous n'êtes pas, enfin, contre un certain engagement. Oh non, loin de là, loin de là. Mais au-delà des idéologies particulières et des idéologies d'une époque, il y a quand même de grandes vérités humaines fondamentales Qui sont importantes. qui sont plus importantes. Et là, je vais vous poser des questions, vous allez voir, très ennuyeuses. Une question, par exemple, comme l'Université des Jésuites. Est-ce que vous avez une opinion ou est-ce que vous l'expliquerez? Bien, j'estime que dans notre pays, en ce moment, il s'agirait plutôt, il me semble, de parfaire ce que nous avons, que de créer de nouveaux centres d'enseignement. Et est-ce que vous êtes pour ou contre le frère Untel? Oh, j'admire le frère Untel. Ce petit frère, je ne dis pas pourquoi je dis ce petit, il est assez costaud, n'est-ce pas? Mais enfin, cet homme limpide, cet homme pur, nous apporte nous dit d'une façon irréfutable ce que nous savions tous, profondément vrai, et que nous ne voulions peut-être pas accepter. Mais je ne crois pas que ce soit pour cela un pessimiste. Au contraire, je pense que c'est un être plein d'espoir, parce que qui se permet de gronder à ce point-là est plein d'espoir. C'est sur ce mot espoir, qui s'accorde si bien avec la tendresse qu'elle porte aux autres, que nous prenons congé de Gabrielle Leroy, refermant doucement la porte sur l'intimité du petit appartement québécois perché au-dessus des plaines.